Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ce jour dans le cimetière de Louillat pour honorer la mémoire d'un grand résistant de la France libre, M. Gilbert Bujac, élevé au rang de compagnon de la Libération par décret du général de Gaulle, daté du 17 novembre 1945. Au nom du maire de Limoges, M. Émile Roger Lamberty, qui m'a chargé de le représenter, je tiens à saluer Mme Geneviève Loupias, qui est à l'initiative de l'hommage que nous allons rendre à son père. Hommage auquel la ville de Limoges se devait de s'associer. Je salue l'ensemble des personnalités militaires et civiles présentes, le général Roumieux, président départemental de l'ordre de la Légion d'honneur pour la Corrèze, M. François Méret, délégué départemental de l'association des familles de compagnons de la Libération, M. Pierre Franchère, ancien député de la Corrèze, Monsieur le maire de la commune d'Oradour, Monsieur Lacroix, Madame Martin, directrice du musée de la Résistance, qui a dû se cacher, Madame Lacroix, Madame Martin, directrice du musée de la Résistance de Limoges, qui a mis en place, avec le cabinet du maire, les moyens logistiques de cette célébration. Je salue également l'ensemble des représentants et porte-drapeaux des associations patriotiques. Je suis venu accompagné du plus jeune conseiller municipal de la ville de Limoges, M. Thibault Mercier, qui est à côté de moi, et de Valérie Tré, également conseillère municipale. Concernant M. Thibault Mercier, sa présence atteste, s'il en était besoin, la volonté de notre municipalité de transmettre aux jeunes générations les valeurs de courage et l'esprit de sacrifice des résistants libérateurs de Limoges et du Limousin. La ville de Limoges est aujourd'hui honorée et fière de s'associer au souvenir du compagnon de la Libération, M. Gilbert Bujac, lequel abandonne dès 1941 la direction de son entreprise pour participer, au risque de sa vie, à de multiples actes de lutte contre l'occupant. Distribution de tracts, réalisation de faux papiers, sabotage de lignes électriques et voies ferrées, hébergement de clandestins, organisation de parachutage. M. Gilbert Bujac met également au service de la résistance ses talents d'organisateur et de chef, qu'il exercera successivement dans les différents réseaux, le mouvement de combat, puis l'armée secrète, puis le COPA. Si M. Bujac a été particulièrement actif dans la lutte contre l'envahisseur nazi dans le département de la Corrèze, des périodes importantes de sa biographie le rattachent cependant et affectivement à la vie de notre commune de Limoges. C'est ainsi que sa famille habite Limoges, où ses parents seront d'ailleurs arrêtés par la Gestapo en mai 1944. Rappelons également que M. Gilbert Bujac a fait ses études au lycée Gay-Lussac et que ses liens avec une autre ville sont restés permanents jusqu'au terme de sa vie professionnelle et de sa retraite. M. Gilbert Bujac est décédé à Limoges le 4 juin 1976. Afin de compléter le témoignage de reconnaissance et le devoir de mémoire de notre ville à l'égard de M. Gilbert Bujac, je voudrais annoncer que notre maire, M. Émile Roger Lamberty, s'est déclaré favorable à l'attribution du nom de Gilbert Bujac, compagnon de la Libération, à une future voie ou un futur espace de la ville de Limoges. La ville de Limoges aura alors corrigé un oubli regrettable et le nom de Gilbert Bujac pourra rejoindre les noms des 19 compagnons de la Libération déjà inscrits au fronton de nos rues. Je vous remercie pour votre attention. Je vais laisser la parole à M. François Méret, délégué départemental de l'Association des familles de compagnons de la Libération, qui va vous transmettre une adresse qui a été rédigée par le général Christian Bastille, délégué national de l'Ordre de la Libération. Il a souhaité qu'il soit lu par M. François Méret. Merci. L'Ordre de la Libération a eu pendant longtemps un chancelier à sa table. L'Ordre de la Libération est devenu en novembre 2012 Comité national des communes compagnons de la Libération. Elles sont 5 comme ça. Depuis, il n'y a plus de chancelier, mais simplement un délégué national qui a d'abord été le dernier chancelier, colonel Moore,
et qui a été ensuite nommé le dernier en janvier 17. C'est le général Clément Baptiste, qui était auparavant responsable du musée de l'armée. Il m'a chargé de lire le texte, et il en prévoit toujours quand il y a une manifestation en faveur d'un compagnon de la libération. Mesdames, Messieurs, dans ses mémoires de guerre, le général de Gaulle évoque par les mots suivants sa situation au mois de juin 1940. Quant à moi, je prétendais gravir une pareille pente. Je n'étais rien au départ. À mes côtés, pas l'ombre d'une force ni d'une organisation. En France, aucun répondant et aucune notoriété. À l'étranger, ni crédit, ni justification. Mais ce dénuement même me traçait ma ligne de conduite. Seul, il ne l'était pas tout à fait, car quelques Français, une poignée trop à l'évidence, le ralliaient des joints, tandis que d'autres s'organisaient le plus rapidement possible sur le territoire national, compte tenu de la chape de plomb qui s'était abattue dans notre pays. Et ces pionniers de la résistance contre les nazis et le régime de Vichy, refusant cet armistice et la notion de défaite, adhéraient à l'appel du 18 juin du général, en particulier l'extrait suivant. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Gilbert Bujac, dont la mémoire est honorée ce jour, a fait partie de ceux qui très vite se sont levés pour dire non à l'inacceptable. Originaire d'une famille limougeaune, son père a travaillé à la manufacture de tabac, et ayant fait ses études au lycée Guillaume-Sec, comme l'a signalé précédemment M. Virouleau, il a ensuite eu toute une carrière. Démobilisé le 21 juillet 40, il refuse l'armistice et début 41, abandonne la direction de son affaire pour se consacrer, avec 2 de ses administrateurs, à la résistance. Il participe à la création en Corrèze du mouvement Combat, membre des forces françaises combattantes dès juillet 42, dans le grade de chargé de mission de première classe. Il participe à Tulle et dans toute la Corrèze à l'organisation de l'armée secrète qui regroupe les groupes paramilitaires des mouvements Combat, Libération et Francs-Tireurs en zone sud. En octobre 42, il organise et dirige en Corrèze le centre d'opération et de parachutage et d'atterrissage, qu'on appelle le COPA dans le sigle, chargé des opérations aériennes de la résistance. Parallèlement à cette nouvelle responsabilité, Gilbert Bujac, sous divers pseudonymes, mène à bien de nombreuses actions de sauvetage en finançant l'organisation avec ses propres fonds. De même, l'instauration du STO, il met en place localement la lutte contre le travail en Allemagne, en fabriquant plus de 600 fausses cartes d'identité et en cachant de jeunes réfractaires dans des fermes ou des maquis. Chef indiscuté de la Corrèze, il utilise ses relations avec les administrations publiques pour fournir tous les papiers nécessaires aux agents dans la lutte clandestine. Pourchassé par la Gestapo, qui arrête ses parents à Limoges en mai 1944, Gilbert Bujac poursuit son action au sein du réseau SAP, Action, et qui a succédé en août 1943 au COPA jusqu'à la libération du département fin août 1944. Vice-président, puis président du conseil départemental de libération de la Corrèze de septembre 1944 à juillet 1946, Gilbert Bujac est également le vicaire national de la délégation militaire régionale, entre parenthèses DMR, et du réseau d'action R5. Le général de Gaulle, en créant l'ordre de la libération par l'ordonnance du 16 novembre 1940, a voulu récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se seront signalées dans l'œuvre de la libération de la France et de son empire. Pour être nommé compagnon de la libération, il fallait satisfaire des critères très stricts qui se sont peu à peu imposés, prenant en compte l'engagement précoce dans la France libre ou la résistance, des conditions de ralliement difficiles, la prise de risque et une somme d'actions marquante et répétée, souvent sanctionnée par la mort. En effet, près d'un tiers des compagnons tomberont au combat. Ils ne seront du fait de cette sélection drastique, que 1038 a fait compagnon de la libération et fait partie, selon les mots du général de Gaulle, de cette chevalerie exceptionnelle créée au moment la plus grave de l'histoire de France. À ce jour, il n'en reste plus que 6 vivants. Et Gilbert Bujac, pour ses services hors pair, est entré dans cette aristocratie de la France de l'honneur en étant nommé compagnon de la libération par un décret du 17 novembre 1945.
Et il est important de rappeler, les compagnons de la libération symbolisent le fait que des Françaises et des Français, et souvent très jeunes, aux heures les plus sombres de notre histoire, guidés par le sens de l'honneur et du devoir, ont fait preuve d'abnégation, d'héroïsme, de sacrifice dans la lutte qu'ils menèrent pour redonner à notre patrie sa liberté, son indépendance et son honneur. L'Ordre de la Libération exprime sa reconnaissance à la municipalité de Limoges, à l'Office des anciens combattants, ainsi qu'à toutes celles et à tous ceux qui ont bien voulu faire en sorte que cet hommage puisse trouver concrétisation. Car comme le dira le général de Gaulle, le souvenir, ce n'est pas seulement un pieux hommage rendu aux morts, c'est aussi un ferment toujours présent dans les actions des vivants. Et cette pensée est encore plus que jamais d'actualité à un moment où des actes de guerre sont revenus sur notre sol. Le terrorisme nous impose en effet une guerre d'usure, c'est un défi à notre volonté collective et individuelle de défendre sur la durée et la société et les valeurs dans lesquelles nous croyons. Cette guerre, n'en doutons pas, sera longue et insidieuse, elle nous oblige à nous déterminer. Quel engagement collectif et individuel sommes-nous prêts à consentir? À quel prix sommes-nous prêts à payer pour vaincre ce terrorisme défiant notre démocratie? Eh bien, évidemment, l'engagement des compagnons de la libération et de tous les enfants du pays qui se sont levés, opposés, battus et sacrifiés doit guider et conduire notre réflexion actuelle, car leurs exemples démontrent qu'aux heures graves, tout citoyen est placé devant une alternative, le choix entre un destin imposé, la soumission et un destin choisi, la résistance. L'Ordre de la Libération est persuadé que l'exemple de l'engagement de Gilbert Bugeat sera source d'inspiration pour nos jeunes compagnons de votre ville, etc. Je salue chaleureusement Madame Geneviève Loupia, fille du compagnon Gilbert Bugeat. Il m'adressait mes remerciements, mais ce n'était pas nécessaire ici. Voilà. Je voulais signaler qu'ayant eu 3 ans à un moment de la déclaration de guerre, je reste un de ces témoins de la guerre, puisque j'ai vécu cette période en 3 lieux, en Bourgogne, à Lyon et même à Paris, où j'ai vu défiler au pas de loi les troupes de la Wehrmacht. Voilà. La parole est maintenant à Pierre Pranchère, ancien député de la Corrèze, cofondateur du Mémorial corrézien de la Résistante et député européen honoraire. Monsieur le maire de Limoges, monsieur l'adjoint au maire chargé des anciens combattants est représenté ici. Monsieur François Méret, représentant le délégué national de l'Ordre de la Libération, mesdames, messieurs. Madame Geneviève Loupias, en ce jour d'hommage à votre père Gilbert Bugeat, compagnon de la Libération, je souhaite vous dire mon émotion et ma reconnaissance pour votre invitation à cette cérémonie. Je partage le contenu du message du général Christian Baptiste, délégué national de l'Ordre de la Libération, que vous avez bien voulu porter à ma connaissance et qui vient d'être lu à l'instant par François Méret. Dans mon parcours de résistant en mai 1943, très jeune, j'avais 15 ans, je fus en contact simultanément avec le détachement FTP Réchaussière et un groupe du COPA, Comité d'organisation des parachutages et atterrissages, au village du Groyer de Saint-Mère-de-la-Plot en Corrèze. Par la suite, la rigueur de la clandestinité plaça mon activité dans le cadre des francs-tireurs et partisans et de la jeunesse communiste. Ce n'est qu'après la libération, notamment grâce au travail collectif, qui présida à l'élaboration du livre Maquis de Corrèze, que je découvris la résistance de Gilbert Bugeat. Dans la 5e édition à laquelle je participais activement, publiée fin 1995, 40 pages évoquent Bugeat, Caillasse Sylvain, Maxime Blaise. Il semblait être partout. Et les récits révèlent sa maîtrise, sa volonté extraordinaire de trouver les armes nécessaires pour faire face à la répression massive et féroce des Allemands, policiers et miliciens français.
Lorsque vint la stratégie de l'insurrection nationale, inséparable de la libération nationale, les embuscades et les opérations offensives exigèrent un armement encore plus important et adapté. J'ai, une fois encore, relu la 5e édition du livre Maquis de Corrèze pour l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Et je note qu'André Vial, le responsable FTP, alias Barrault, indique dès le début que c'est par Bujac qui a eu le contact avec Martial Brigoulet avant que Gilbert Bujac lui propose d'être son adjoint au COPA. Lors de l'arrestation de Martial Brigoulet, c'est Bujac qui alerta Barrault et ils tentèrent en vain de le libérer. Martial Brigoulet fusillé au Mont Valérien, compagnon de la libération. Bujac fut l'acteur principal de la récupération des armes. Je cite quelques faits parmi bien d'autres. Il organisa la récupération d'un stock d'armes et de munitions en 1940 à Limoges, qui fut livré par 2 camions au détachement FTP à Théier de Saint-Pardoux-la-Croisille. En novembre 1943, Georges Logotétis, responsable FTP, et Gilbert Bujac montèrent une opération dans un dépôt d'Indre et Loire qui rapporta plusieurs tonnes d'armes et explosifs. 5 départements furent traversés par le camion gazogène rempli du précieux butin qui livra sa cargaison à un groupe de résistants FTP dans les Monédières. En février 1944, Gilbert Bujac participa à la préparation de l'enlèvement à Tulle de 120 000 titres d'alimentation, extrêmement précieux pour les résistants clandestins. Ces titres furent portés à Lyon notamment, où siégeait l'état-major FTPF de la zone sud. Début février, un parachutage de 2,5 tonnes d'armes près d'Aurillac dans le Cantal fut récupéré par André Vial sur ordre de Gilbert Bujac. Le 1er mars 1944, Gilbert Bujac participa à la préparation de l'attaque de la prison de Tulle qui permit la libération de résistants arrêtés. Il les accueillit à Clairgouts en compagnie de 3 délégués de Londres parachutés la veille qui n'en croyaient pas leurs yeux. Je ne peux le corps se rappelle sans citer le ciel tricolore des parachutages du 14 juillet 1944. Les dirigeants du COPA, avec Bujac au cœur, réalisèrent le plus grand parachutage que la résistance corrézienne connue. Dans un spectacle grandiose, les forteresses volantes, entourées des chasseurs des avions de chasse, larguèrent leur cargaison qui fut répartie ainsi, les 2 tiers au FTP et 1 tiers à la S. Le livre Maquis de Corrèze consacre 5 pages à cet exploit. Je me souviens que ma compagnie, la 2346e compagnie FTP, reçut une dotation importante. L'hommage que nous rendons aujourd'hui à Gilbert Bujac, compagnon de la Libération, rappelle et conforte le rôle considérable de la résistance corrézienne et d'ailleurs dans la libération départementale et au-delà nationale. Je n'en retiendrai qu'un aspect très significatif. Alors que la défaite de l'armée hitlérienne et de ses complices était inéluctable, le 7 août 1944, le colonel Luquen, chef de la commandanture à Tulle, écrivait « Il nous manque 2 divisions pour nettoyer le département ». Ces résistants, et parmi eux votre père Geneviève Loupias, ont lutté pour l'indépendance de leur territoire et au-delà pour l'indépendance de la République souveraine et sociale qu'ils voulaient et s'apprêtaient à construire. Je conclurai donc mon propos par la déclaration du général de Gaulle le 23 avril
1944 à Alger, que dans un monde dont l'interdépendance est désormais la loi, chaque peuple puisse se développer selon son génie propre et sans subir aucune oppression politique ni économique. Cher ami Geneviève Loupias, je suis très heureux de vous offrir, au nom du collectif Maquis de Corrèze, la 5e édition de son livre. Je vous remercie de votre attention. Alors, comme vous le savez, Gilbert Bujac avait des principes. Et donc, il avait mis un point d'honneur à ne pas intégrer dans ses troupes des gens qui n'avaient pas au moins 18 ans. Mais il a quand même fait une exception. Il a signé un contrat d'engagement dans les forces françaises combattantes en mars 1943 à M. Pierre Fauché, qu'il a nommé agent P2, c'est-à-dire quelqu'un qui avait été obligé de quitter son domicile. La parole est à Pierre Fauché. Mesdames, Messieurs, je suis un peu gêné de parler après toutes ces personnalités, mais je suis heureux d'assister aujourd'hui à cette manifestation en faveur de Gilbert Bujac. Gilbert Bujac, pour nous, c'était Maxime. Je faisais partie d'un groupe de résistance basé à Hérin, animé par un résistant remarquable, prenant beaucoup de risques et qui était en correspondance totale avec Gilbert Bujac. Pour nous, Gilbert Bujac, c'était Maxime. Je l'ai rencontré la première fois, j'avais 17 ans, et Antoine, notre chef, m'a dit « Viens, j'ai quelqu'un à te présenter ». J'y suis allé et il m'a présenté Gilbert Bujac en 1943. J'ai revu Gilbert Bujac en 1944, après le débarquement, mais avant le parachutage, et il m'a dit « On tient le bon bout, on va les avoir ». Et j'ai participé au parachutage dont vous parliez. J'étais là-bas et effectivement, c'était un spectacle grandiose. Le premier parachute était bleu, le deuxième était blanc, le troisième était rouge. Et on a reçu des tonnes d'armes que nous avons charriées vers nos camions qui étaient planqués autour du terrain de parachutage du côté de Saint-Privat. Et nous sommes partis avec 2 camions remplis d'armes que nous avons redistribués aux différents camps qui étaient nombreux dans la région autour de Clairgou, Marcillac-la-Croisille et tout. Voilà, c'est dans ces conditions-là que j'ai connu Gilbert Bujac et j'en garde un très bon souvenir et je suis heureux de l'avoir connu. Mais j'étais évidemment jeune, j'étais un petit soldat et je n'avais pas accès à toutes les décisions, mais j'entendais souvent parler de Maxime et j'étais heureux de le rencontrer. Je voudrais terminer mon petit discours en rendant un hommage à Geneviève et à sa détermination et à son énergie. Et comme on dit chez nous, vous êtes une brave fille, Gilbert. Je vais bientôt donner la parole à Geneviève Bujac, mais en attendant, on vous a préparé une toute petite surprise. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonne les matines, ding-dong, ding-dong. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonne les matines, ding-dong, ding-dong. Frère Jacques, ding-dong. Bonjour à tous et merci de votre présence. En fait, ce n'est pas une chanson inopportune. Papa avait comme code pour Londres Jacques XIV. Parce que, alors qu'il avait été un des premiers agents des forces françaises combattantes, dès la création du décret par le général de Gaulle en juillet 1942, il a officialisé son action
en prenant un contrat auprès d'un monsieur qui était Bout de Beaufort et qui avait plein d'autres noms, Jourdan, et en particulier Jacques, et qui donc a nommé ses agents. Alors, je présume que Jacques 1 était son radio, Jacques 2, je ne sais pas, et donc papa était Jacques 14. Donc j'ai le témoignage d'un voisin qui malheureusement n'a pas pu venir, qui me dit j'ai encore dans l'oreille le sifflet de frère Jacques, parce que le scénario était le même, il y avait une voiture qui ralentissait, et puis quelqu'un sifflait frère Jacques, et puis elle partait en trombe. Donc je pense qu'entre-temps, elle avait récupéré soit mon père, soit du matériel, en fait, etc. Alors j'ai vu dire simplement quelques petits repères locaux et familiaux. En fait, papa qui craignait pour notre sécurité, à maman et à moi, dans notre appartement de Tulle, nous a fait conduire à Limoges, avenue du Marronnier, qui s'appelle maintenant avenue Laurent Fort, le 17 mai 43. Alors je sais exactement la date parce que c'est dès qu'il a appris l'arrestation de Madame Desvignes, qui était la femme du délégué de l'AS, du directeur de l'AS départemental, qui a été arrêtée en tant que femme d'eux et pas en tant que résistante, qu'il m'a dit, j'ai plongé sur Tulle. Évidemment, il y avait longtemps qu'il n'habitait plus son appartement, mais qu'il habitait à Tulle, on plonge toujours en Corrèze sur Tulle, parce qu'il était sur les plateaux autour. Et là, je suis donc arrivé chez mon grand-père, qui habitait donc l'avenue que vous avez empruntée, un peu plus près de la place Carnot, et qui m'a proposé assez rapidement de me mettre dans son petit chartou. Donc j'avais 3 ans, enfin j'avais pas 4 ans, j'ai eu 4 ans 2 jours après. Et je suis arrivé le 17 mai, qui a été aussi le jour du premier attentat contre une usine à Limoges, qui a été par un très jeune homme qui avait suivi les écoles de sabotage de Copa. Et donc mon grand-père m'a proposé de me monter en chartou au bois de la Batide. Alors il m'a dit, au passage on dira bonjour à Madame Valette. Alors moi j'étais très surprise parce que j'avais passé déjà quelques jours avec mon grand-père à Limoges, et mon grand-père était un monsieur très souriant, très avenant. Tout le monde lui disait bonjour, et il disait bonjour à tout le monde. Donc je me suis dit, cette Madame Valette, pour qu'on me précise qu'on va lui dire bonjour, c'est quelqu'un de très important. Effectivement, c'était quelqu'un de très important. Elle tenait le petit bistrot qui est en face de l'entrée par lequel vous êtes à entrer, qui s'appelle maintenant le Capricorne. Et comme vous savez ici, c'est toujours en dénivelé assez rapide. Donc les résistants, c'était en fait l'état-major régional de Copa, donc du centre d'opération de parachutage et d'atterrissage, se réunissaient chez elle en contrebas de la route, puisque dans le jardin derrière, on était un étage en dessous. Et comme par hasard, c'était à côté d'un copain de rugby de mon père, n'est-ce pas? Ils jouaient les uns contre les autres. Mon père était au lycée et donc Octave Barian était à Ozanam. Donc voilà, c'était une façon facile de pouvoir sortir et descendre en courant dans le Chêne-Chauveau. Donc voilà, alors Madame Valette, j'ai trouvé, n'avait pas fait attention assez à ma petite personne, mais en fait ça se passait dans mon dos, hein, bien évidemment. Parce que depuis, j'ai retrouvé dans les dossiers du BCA que mon grand-père était évidemment boîte aux lettres des réseaux en question, et Madame Valette émettait, enfin comme on est en haut de Limoges, donc il y avait un centre d'émission de Copa qui était chez Madame Valette, qui n'a jamais été trouvé parce qu'il y a eu des descentes de milices et de Gestapo, mais l'émetteur était au milieu des lapins, dans le clapier, et ils n'ont jamais regardé le clapier. Voilà. Bon. Donc ça c'était un point local, mais il faut dire que beaucoup de gens dans l'avenue étaient concernés, et ce que je voudrais faire ressortir, c'est que les gens qui se faisaient confiance, en fait, ils se faisaient confiance depuis longtemps. Notamment, papa dit qu'il a fondé Copa en R5, et après il en a pris la responsabilité pour la Corrèze, et je le crois tout à fait, parce que quand j'ai appris il y a peu de temps que le responsable de Copa pour la Haute-Vienne était Gaston Cougnoux, j'ai été très étonné, parce que je n'ai jamais entendu mon père et mon grand-père l'appeler Gaston Cougnoux que Gastounet. Et Gastounet était probablement un disciple de mon grand-père qui était un des fondateurs de la CGT à Limoges, enfin Haute-Vienne, et avait fait sauter mon père sur ses genoux. Donc après, j'ai des courriers d'après-guerre où il appelle mon père qui a 45 ans à l'époque, mon ange. Donc c'était, les gens, ils se faisaient confiance, mais ils se faisaient confiance parce qu'ils connaissaient leur culture. Et je crois que papa aurait pu dire, comme l'a dit Moulin, j'ai eu le bonheur de grandir dans une famille républicaine. Parce que mon grand-père, s'il était tout connu comme le loup blanc à Limoges, c'est qu'en fait, il avait été limogé en 1891 en tant que révolutionnaire dangereux
de la manufacture d'armes de Tulle, où il avait été donc obligé de quitter, parce qu'évidemment le directeur de la manufacture d'armes lui avait dit « j'ai grande confiance en toi, mais je ne peux pas te garder, je dirige une manufacture d'armes », mais il avait du coup, il a dit « si tu en es d'accord, je te recommanderai au directeur de la manufacture de tabac de Limoges, et quand il recevra le même mot que moi, des renseignements généraux, il fera comme moi, il le déchirera, mais lui il pourra te garder. » Parce que c'est des tabacs, c'est pas des armes, c'est quand même beaucoup moins critique. Donc mon grand-père est venu en l'hiver 91-92 à Limoges, et évidemment il a fait partie de tous les mouvements de coopératives, de mutualité. Entre autres, il avait été un des cofondateurs de l'Étoile de Limoges, alors je ne sais pas si quelqu'un se souvient encore de l'Étoile de Limoges, qui a construit des immeubles, enfin des logements HLM à l'époque, avec des jardins ouvriers, et surtout, ce qui était remarquable au début des années 1900, des bains-douches. Des bains-douches publics. Donc, et il était du coup un intime de Chénieux. Chénieux lui disait, il n'y a que chez toi que je peux me reposer. Alors Chénieux avait 20 ans de plus que mon grand-père, je pense à peu près, et il venait jouer aux cartes quand il était fatigué, soit de l'hôpital, soit de la mairie, chez mon grand-père. Ma grand-mère détestait les cartes, hein, donc, mais elle disait, Chénieux est un grand homme, il opère tout le monde, il fait payer que ceux qui peuvent payer, et elle était parmi les gardes bénévoles des malades de Chénieux qui ne pouvaient pas payer. Donc mes grands-parents ont fait beaucoup de choses, je pense, pendant la Résistance, beaucoup plus qu'il n'a été dit. Alors il y avait une boîte aux lettres ici de Copa qui était dans une chapelle du cimetière, très près de l'entrée, je crois l'avoir reconnue, mais j'ai été la visiter avec papa, j'avais 4 ans. Donc je me souviens très précisément qu'il a enlevé la vasque du milieu, qu'il a dit « Ah, c'est dommage, tous les messages ont été relevés, donc on n'aura pas de surprise ». Et elle était très près de l'entrée, je pense savoir où elle était. Donc ici, il y a quand même eu, et quand je vous parlais de Gastounet, il était le directeur de l'Avenir électrique, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'EDF, qui était aussi sur la même avenue de Paris. Hein. Donc tous ces gens-là se passaient des messages très facilement, enfin dans le dos des petites filles éventuellement, et étaient copains depuis très très longtemps. Alors, l'autre chose que je voudrais souligner, c'est que mon grand-père donc était un monsieur très, comment dirais-je, œcuménique, convivial, tout ce que vous voulez. Il m'a dit que son plus grand malheur avait été la scission des partis des syndicats. Et papa l'était tout autant. Alors bon, je ne passerai pas, je vous remercie d'avoir donné hommage, je passerai sur ça le reste de sa carrière. Mais ce qui m'a frappé dans le livre du BCRA, dans les documents du BCRA, c'est-à-dire du bureau de renseignement BCR, et A et Action, de renseignement et d'action, bureau central de renseignement et d'action, c'est la chose suivante. Il est dit qu'il a organisé le comité départemental de coordination des organisations clandestines. Alors, entre parenthèses, l'AS, alors c'est l'armée secrète de combat essentiellement dans la région, les FTPF, le BRO, c'est-à-dire le Bureau de résistance ouvrière, la CGT, le PC et le PS, qui a été maintenu jusqu'en mai 1943. Alors en mai 1943, ça a été le moment où il y a eu l'extension des mouvements unifiés de résistance, donc sous l'impulsion de Moulin. Et Moulin est d'ailleurs venu en Corrèze, à ce moment-là, juste avant son arrestation. Donc voilà, c'était pour vous dire que tel père, tel fils, enfin mon père et mon grand-père étaient très liés, et tous les deux, ils étaient très ouverts à toutes les tendances. Ce qui intéressait mon père, c'était la liberté, de retrouver la liberté, quelles que soient les opinions politiques et religieuses des gens qui faisaient partie des réseaux. Alors je terminerai simplement en disant que j'ai été très ému donc, de retrouver dans son dossier du BCRA il y a quelques semaines une mention de 3 mots. Donc, comment dirais-je, l'appréciation générale, c'était modèle des résistants. Ami, entends-tu? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux?
Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez les collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Où est les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Où est le saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Ami, entends-tu? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vent noir des corbeaux sur nos plaines? Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. Monsieur l'adjoint au maire est en train de déposer la gerbe. On va maintenant dévoiler la plaque. Avec Madame Geneviève Bujac de Piazza.